Rome, l'empire le plus puissant de la Terre. Un lieu où les généraux décidaient du destin des nations et où le Sénat dictait des lois pour des millions de citoyens. Mais le véritable pouvoir, celui qui pouvait couronner ou détruire un héritier, ne se trouvait pas toujours sur les champs de bataille ni dans les discours publics, mais dans l'ombre du palais impérial. Là, au cœur du Palatin, un jeune homme de seulement 19 ans servait du vin lors de réunions privées qui n'apparaîtraient jamais dans les archives officielles. Ce n'était pas un esclave ordinaire, c'était Marcus Claudius Marcellus, le neveu d'Auguste lui-même et héritier désigné du trône. Éduqué pour gouverner, marié à la fille de l'empereur, admiré par le peuple. Rome le voyait comme l'avenir, mais en réalité, il était en train de devenir le prisonnier d'un jeu politique si obscur qu'il marquerait à jamais l'histoire de l'Empire. La question est inévitable, comment l'homme qui aurait pu être le deuxième empereur de Rome s'est-il retrouvé piégé dans un réseau de secrets, de manipulation et d'humiliation? Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne se trouve pas dans les livres d'histoire officiels, car cela a été délibérément enfoui. Et croyez-moi, voici l'un de ces récits qui changera à jamais votre vision du pouvoir dans l'Antiquité. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre révèle comment les secrets les plus intimes devinrent les armes les plus redoutables de l'Empire romain. Pour comprendre l'histoire obscure de Marcus Claudius Marcellus, il faut d'abord se replacer sur la scène où tout s'est déroulé. Nous sommes en l'an 30 avant Jésus-Christ. Rome venait de survivre à des décennies de guerre civile qui avaient saigné la République. Caius Octavius, mieux connu sous le nom d'Auguste, émergeait comme l'homme le plus puissant du monde. Avec sa victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre, Rome entrait dans une nouvelle ère, celle de l'Empire. Mais si les batailles étaient gagnées, le véritable défi commençait à peine, conserver le pouvoir dans un monde où la trahison pouvait naître à n'importe quel banquet, dans n'importe quelle alliance, au sein de n'importe quelle famille. C'est alors qu'entre en scène un personnage clé, Livie Drusilla, l'épouse d'Auguste. Une femme rusée, calculatrice, dotée d'une ambition qui égalait, voire surpassait, celle de son mari. Officiellement, son rôle était celui de consort impérial. En réalité, elle était une stratège politique qui avait compris mieux que quiconque que le contrôle de Rome ne s'assurait pas seulement par des légions ni par des discours au Sénat, mais par des secrets. Livie savait que les généraux pouvaient être vaincus en campagne, que les sénateurs pouvaient être soudoyés ou éliminés, mais qu'un homme prisonnier de ses propres faiblesses ne se libérerait jamais de ses chaînes. Et sur cet échiquier du pouvoir, elle trouva en Marcellus, le jeune héritier, la pièce parfaite pour tisser sa toile de manipulation. Car tandis qu'Auguste rêvait de former son neveu comme un prince vertueux, Livie découvrit une méthode bien plus efficace, lui apprendre que le pouvoir ne s'héritait pas, il se contrôlait depuis l'ombre. Marcus Claudius Marcellus n'avait que 12 ans lorsqu'il entra au cœur du palais impérial. Pour le peuple, il représentait l'avenir, l'enfant qui succéderait un jour à Auguste sur le trône. Mais derrière les murs de marbre, son éducation prit une direction que nul n'aurait osé imaginer. Le jour, il recevait la formation d'un aristocrate, oratoire, philosophie, stratégie militaire. On le préparait à briller sur les forums, à commander des armées et à devenir l'exemple même de la vertu romaine. Mais à la nuit tombée, ce même héritier était conduit dans des lieux où son rôle changeait du tout au tout. Là, il n'apprenait pas dans les livres, mais à travers des regards, des silences et des faveurs interdites. Livie Drusilla, avec un sang-froid implacable, lui répétait qu'un empereur devait connaître les faiblesses des hommes pour les gouverner. Et la meilleure manière de les découvrir était d'être présent dans leurs moments les plus intimes, dans ce qu'ils n'avoueraient jamais publiquement. Ainsi commencèrent les dîners privés. Les sénateurs et les généraux venaient croyant discuter des affaires de l'État, mais trouvaient le jeune Marcellus servant du vin, vêtu de tuniques provocantes qui n'avaient rien d'innocent. Ils le regardaient, le testaient, et sans s'en rendre compte, se retrouvaient pris dans un réseau de compromission dont ils ne pourraient jamais s'échapper. Pour Marcellus, ce qui au départ semblait n'être qu'un étrange jeu politique devint rapidement sa réalité quotidienne. Il apprit, avec une douloureuse rapidité, que son corps ne lui appartenait pas uniquement, c'était un outil de pouvoir, aussi précieux que l'or de l'Empire ou la force d'une légion. Et ainsi, tandis que le peuple le voyait comme un prince exemplaire, Marcellus était en secret transformé en la pièce maîtresse d'une opération de manipulation qui allait redéfinir la politique romaine. Avec les années, ce qui avait commencé comme de simples dîners privés devint un système parfaitement conçu. Livie Drusilla avait mis en place une machine de chantage plus efficace que n'importe quelle armée. Les réunions ne se tenaient plus seulement dans le palais impérial. Des villas secrètes, construites à la périphérie de Rome, servaient de décor à des rencontres minutieusement préparées. Chaque salle était équipée de compartiments dissimulés et de miroirs stratégiquement placés pour capter le moindre détail. Rien n'était laissé au hasard,
qui participait, ce qu'ils désiraient, ce qu'ils demandaient et quels secrets se révélaient dans l'intimité. Tout était noté et archivé dans des coffres gardés avec la plus grande vigilance. Ainsi, des hommes qui, au Sénat, se présentaient comme défenseurs de la morale, se retrouvaient la nuit exposés dans leurs faiblesses les plus humaines. Et chacun de ces instants tombait entre les mains de Livy. Dès lors, aucun vote, aucune nomination, aucune décision d'État n'était à l'abri de son influence. Le plus surprenant est que, pour la majorité des Romains, ce pouvoir restait invisible. Officiellement, Auguste dirigeait l'Empire grâce à ses légions et à son charisme politique. Mais en réalité, bon nombre de ses décisions étaient déjà conditionnées par le réseau de secrets que son épouse tissait dans l'ombre. Au centre de tout se trouvait Marcellus, l'héritier. Il n'était pas seulement l'outil de Livy, mais aussi le visage visible d'une opération qui tenait en haleine les hommes les plus puissants de l'Empire. Et chaque rencontre à laquelle il assistait ne scellait pas seulement son destin personnel, mais aussi celui de Rome elle-même. Marcus Claudius Marcellus avait grandi prisonnier d'un jeu qu'il n'avait jamais choisi. Mais vers ses 17 ans, quelque chose changea en lui. Après des années à être utilisé comme un pion dans la toile de Livy, il comprit qu'il possédait un pouvoir que même elle n'avait pas prévu. Chaque regard, chaque secret, chaque mot chuchoté lors de ses réunions privées s'était gravé dans sa mémoire. Il savait quel sénateur était vulnérable, quel général cachait des ambitions secrètes et quelle famille vivait sous un fardeau honteux. Au lieu d'être un simple instrument de chantage pour les autres, il commença à utiliser ses connaissances pour lui-même. Le premier pas fut silencieux. Avec une froideur surprenante pour son âge, il affronta l'un des sénateurs qui l'avait le plus humilié par le passé. Il ne le finit par les armes ni par des menaces publiques, mais avec ce que Rome craignait le plus, la révélation de ses secrets. Le résultat fut immédiat, de l'or, un soutien politique et un silence absolu. Marcellus avait découvert qu'il pouvait passer de victime à prédateur en un seul mouvement. Son mariage avec Julie l'aînée, fille d'Auguste, fut le tournant décisif. Rome célébrait cette union comme le symbole de la continuité impériale, mais derrière les rideaux, ce mariage devint une alliance d'intelligence et de pouvoir. Julie, jeune et brillante, comprit rapidement l'étendue des connaissances de son mari. Ensemble, ils formèrent un couple qui alliait la légitimité de la lignée impériale à un réseau secret de chantage capable de plier tout le Sénat. Marcellus n'était plus seulement le garçon manipulé par Livy. Il était désormais un stratège, un joueur qui avait appris à transformer sa propre douleur en l'arme la plus redoutable de la politique romaine. Et Rome ne soupçonnait pas encore ce qui était sur le point de se déchaîner. Avec Marcellus aux côtés de Julie, et Livy tirant encore les ficelles dans l'ombre, Rome vit naître une alliance qui ne fut jamais proclamée officiellement, mais qui contrôla l'Empire avec une efficacité terrifiante. Le peuple voyait en lui un jeune héritier prometteur, charismatique, et en son épouse, la fille de l'empereur, remplissant son rôle de future impératrice. Mais derrière cette façade se cachait un triangle de pouvoir. Livy utilisait les archives de chantage accumulées au fil des années, Marcellus exploitait les secrets mémorisés depuis son adolescence, et Julie, avec sa position privilégiée au cœur de la cour, complétait le réseau par des informations fraîches et stratégiques. Les villas secrètes autour de Rome devinrent de véritables centres de pouvoir. Là, on ne discutait pas de philosophie ou de loi, mais de faveur, de trahison et de faiblesse humaine. Généraux, sénateurs et marchands étaient invités sous l'illusion d'influencer les décisions impériales, mais finissaient piégés dans des situations dont ils ne pouvaient jamais s'échapper. Le plus surprenant était que cette machine ne se limitait pas aux hommes. Julie comprit très vite que les épouses des hauts fonctionnaires constituaient une source inestimable de secrets. Elle organisa des banquets féminins où les conversations intimes révélaient ce que les hommes n'osaient jamais avouer en public. Ainsi, le cercle de contrôle s'élargit encore davantage, piégeant non seulement les dirigeants, mais aussi leurs familles. Rome croyait vivre sous un régime de stabilité et de prospérité, mais en réalité, le destin de l'Empire se décidait entre coffres remplis de documents secrets, tuniques de soie et banquets où la confiance était détruite au nom du pouvoir. Le triumvirat caché de Livy, Marcellus et Julie n'avaient pas besoin d'épée ni de poison. Leurs armes étaient les secrets et avec eux, ils soumirent toute l'élite romaine. Mais aucun empire de l'ombre ne peut croître sans éveiller d'ennemis. Le réseau de chantage que Livy, Marcellus et Julie avaient tissé était si vaste qu'il commença inévitablement à se fissurer. Trop de sénateurs humiliés, trop de généraux contrôlés, trop de familles vivant sous la menace constante de l'exposition. Le ressentiment grandit en silence, jusqu'à se transformer en conspiration. Les premiers à se rebeller ne furent pas les puissants, mais les marginalisés.
Les bordels communs de Rome commencèrent à ressentir la concurrence de cette prostitution aristocratique organisée depuis le palais. Eux aussi connaissaient des secrets, eux aussi avaient accès aux faiblesses des mêmes hommes que Marcello manipulait. Et bientôt, ces fragments d'informations épars commencèrent à s'assembler. Des sénateurs blessés dans leur orgueil s'allièrent à des prostituées et à des esclaves prêts à révéler ce qu'ils savaient. Ils réunirent des preuves, des témoins et des documents. Ils voulaient utiliser l'arme de Marcello contre lui-même, le contre-chantage. Mais ils le sous-estimèrent. Marcello n'était plus le jeune garçon obéissant façonné par Livy. Il était devenu un stratège froid, capable d'utiliser l'information comme une épée et un bouclier à la fois. Lorsqu'il découvrit la conspiration, il ne recourut ni au procès ni aux exécutions publiques. Sa vengeance fut bien plus calculée et bien plus cruelle. Un à un, les principaux conspirateurs commencèrent à mourir dans des circonstances qui semblaient accidentelles. Un sénateur fut retrouvé mort dans un bordel, victime de ses propres excès. Un autre disparut complètement après avoir accepté une rencontre de réconciliation. Des archives secrètes partirent en fumée avant de pouvoir être utilisées contre lui. Marcello avait appris la leçon ultime, il ne suffisait pas de faire chanter ses ennemis. Parfois, il fallait les éliminer de telle sorte que leur chute serve d'avertissement aux autres. Le réseau ne survécut pas seulement à l'attaque. Il se renforça. Rome comprit qu'affronter l'héritier impérial était un risque bien trop grand, car il était toujours prêt à rendre les coups avec le même poison qu'il avait marqué depuis l'enfance. Le pouvoir de Marcello semblait indestructible. Il avait survécu à des conspirations, éliminé des rivaux et consolidé un réseau de secrets qui atteignait tous les recoins du Sénat. Mais même le prédateur le plus rusé peut tomber par l'arme qu'il maîtrise le mieux. En 23 avant Jésus-Christ, l'héritier commença à tomber malade. D'abord des vertiges et des fièvres, puis des douleurs insupportables et des délires. Les chroniqueurs officiels diraient plus tard qu'il fut victime d'une mystérieuse maladie, ou d'un possible empoisonnement à l'arsenic. Mais la vérité fut encore plus sinistre. Marcello ne fut pas vaincu par les épées, ni par les poisons, mais par le même terrain sur lequel il avait bâti son pouvoir, le sexe. Un ennemi qui avait réussi à échapper à son réseau prépara la vengeance parfaite. Lors d'une rencontre intime, Marcello fut délibérément infecté par une maladie vénérienne incurable, qui à l'époque équivalait à une condamnation à mort. L'ironie était dévastatrice, le jeune homme qui avait transformé l'intimité en une arme politique mourait lentement de la même stratégie. Ces dernières semaines furent une agonie qui reflétait son propre passé, la douleur, la dégradation et l'humiliation qu'il avait lui-même utilisée pour soumettre tant d'autres. Livy Drusilla, l'architecte de son éducation sombre, observa sa fin avec la froideur de celle qui sait qu'elle a gagné la partie. L'héritier qu'elle avait autrefois façonné n'était plus nécessaire. À sa mort, elle conserva toutes les archives secrètes, consolidant un pouvoir qui passerait directement à son fils Tibère. Marcello avait été le prince destiné à gouverner Rome. Mais sa fin montra clairement que, dans les couloirs du Palatin, personne n'était indispensable. Le jeu du pouvoir dévorait toujours ses pions, même les plus précieux. La mort de Marcello n'effaça pas ce qu'il avait construit. Au contraire, sa chute ne fut que le début d'une pratique qui marquerait des générations entières d'empereurs romains. Les coffres de documents, les listes de noms, les preuves accumulées au fil des années ne furent pas détruits avec lui. Livy Drusilla veilla à ce que chaque dossier soit conservé et remis à son fils Tibère, qui hérita non seulement du trône, mais aussi du réseau de chantage le plus sophistiqué de l'histoire ancienne. Dès lors, la prostitution aristocratique devint un instrument permanent du pouvoir impérial. Des jeunes issus de familles nobles furent formés pour servir d'espions intimes, les fêtes privées se transformèrent en scènes de manipulation, et les secrets recueillis dans l'ombre pesaient plus lourd que les épées des légions. Pendant des siècles, ce modèle de contrôle se transmit en secret. On dit même qu'il exista des manuels cachés, les fameux « protocoles du Palatin », contenant des instructions détaillées sur l'utilisation du sexe, du chantage et de l'extorsion comme outil de gouvernement. Le peuple romain n'apprit jamais que nombre des décisions politiques qui affectaient leur vie quotidienne ne se prenaient ni au Sénat, ni sur les champs de bataille, mais dans des chambres cachées, lors de rencontres qui ne figureraient jamais dans les annales officielles. L'affaire Marcello révéla une vérité dérangeante, le pouvoir absolu ne se maintenait pas seulement par les vertus ou les victoires militaires, mais par le contrôle des faiblesses humaines les plus intimes. Et cet héritage sombre survécut bien au-delà de la courte vie de l'héritier qui ne régna jamais. L'histoire de Marcus Claudius Marcellus nous montre que les empires ne se soutiennent pas toujours par les épées ni par les discours, parfois ils reposent sur des secrets, des humiliations et des ombres qui n'apparaissent jamais dans les chroniques officielles.
Le jeune homme qui aurait pu être le deuxième empereur de Rome finit à la fois victime et bourreau. Son corps fut utilisé comme outil politique, sa douleur transformée en système de contrôle, et son héritage survécut non pas dans les monuments, mais dans des méthodes occultes qui façonnèrent l'Empire pendant des siècles. Et ici surgit la question inévitable, combien d'autres empires, anciens ou modernes, se sont bâtis sur des fondations tout aussi sombres? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que le pouvoir a toujours besoin de s'appuyer sur des secrets et des manipulations cachées, ou qu'il est possible de gouverner sans eux? Si cette histoire vous a surpris, partagez cette vidéo pour que davantage de personnes découvrent le côté interdit de l'Empire romain. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car il reste encore de nombreuses vérités enfouies que nous révélerons dans les prochains épisodes. Rome a écrit son histoire avec du marbre et du sang, mais aussi avec des secrets qu'elle préférerait ne jamais voir révélés.